Comment ils réagissent en général les proches? Très souvent, heureusement, ils sont contents. C'est comme tout, hein. Soit vous vivez pour vous, soit vous vivez pour les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas intervenir au niveau de l'iris. On va cacher votre iris en faisant un tunnel dans la cornée. Donc on va venir masquer votre iris par une nouvelle coloration qui sera dans la cornée. Même principe qu'un tatouage en fait. Exactement. C'est vrai que, enfin moi sur le coup je connaissais très peu la kérato. Moi ça me fait penser à la science-fiction presque. Et vous comment vous vous considérez là-dedans? Comme un chirurgien ou comme un petit peu un explorateur d'une nouvelle technique Les deux, mon capitaine. Nous, on est les pionniers en France. Et globalement, on reste quand même un pays de référence. Pour l'instant, touchons du bois, hein, sur des centaines de milliers de patients opérés, on n'a jamais eu de perte de la vision. Il a obtenu un rendez-vous dans une clinique où non seulement on corrige la myopie, mais où on change aussi la couleur des yeux. Quelques examens suffisent pour obtenir le feu vert du chirurgien. Cette opération, le médecin la réalise 2 fois par semaine sous anesthésie locale. Son nom officiel, kératopigmentation. Bonjour docteur Maillon, merci d'être avec nous aujourd'hui. On se rencontre juste en plus, comment allez-vous? Très bien, merci Hugo. Aujourd'hui on va découvrir votre spécialité. Vous êtes chirurgien ophtalmologue, donc vous êtes spécialisé en kératopigmentation, qui consiste à changer la couleur de ses yeux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut modifier son apparence complètement, librement? Alors, sous nos latitudes en France, en tout cas, c'est totalement autorisé. Ouais, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, hein, qu'on voit de plus en plus, la modification corporelle. Je voyais encore hier une interview là, d'un professeur ici à Paris qui a les yeux noirs. Vous le faites ça aussi, les yeux entièrement noirs? Alors, si vous voulez dire le blanc de l'œil? Ouais, c'est le ça? blanc de l'œil aussi. Non, Ouais. je ne le Vous fais faites pas. que l'iris, ouais. Non, je ne le fais pas. Ok. Comment arriver à la kératopigmentation en ophtalmologie? Pour les indications, les premières indications, c'était des indications thérapeutiques. C'est des gens chez qui on allait réparer des traumatismes au niveau de l'iris ou des malformations congénitales au niveau de l'iris qui fait qu'il y avait des zones d'iris qui n'étaient pas, qui étaient manquantes. Hein, et pour venir combler ces petits défects, on a eu cette idée de venir tatouer la cornée en regard du défect. Donc les premières indications, finalement, étaient des indications, on va dire, thérapeutiques. Mhm. Et à l'époque, c'était beaucoup plus rudimentaire au niveau des techniques. Hein. Donc le tunnel cornéen a été créé donc, avec un petit bistouri, hein, donc manuellement. Aujourd'hui, c'est assisté par le laser. Et puis, les premières kératopigmentations cosmétiques ont été réalisées en 2012 Ok. par le docteur Ferrari, hein, donc, qui est un confrère français. Un français, ouais. Ok. Ouais, exactement. Encore une innovation française, hein, on en a parlé dans d'autres podcasts. Les C'est Français ça. sont connus pour ça dans le monde. Donc on peut dire que dans le domaine, la France est un petit peu à la pointe de l'innovation. Et donc depuis 2012, on fait ce qu'on appelle la FLAC, hein, Femtolaser Assisted Annular Kératopigmentation, hein, c'est un acronyme, qui va consister donc en la création d'un tunnel cornéen au laser, donc de façon très précise, et dans un deuxième temps, répartir le pigment dans le tunnel qui a été créé au laser. Ok. Et oui, on peut avoir un changement de couleur d'yeux pathologique. Donc il y a des maladies qui changent la couleur des yeux, c'est ça? Non, pas vraiment. En fait, c'est Des traumatismes peut-être? ouais, des traumatismes. Ouais, des traumatismes, c'est ça. par exemple, quelqu'un à qui manque un morceau d'iris, ou des fois des colobomes. Colobomes, c'est des anomalies congénitales où il va manquer une partie de l'iris comme ça de façon congénitale. Une couleur différente. Moi, je crois que j'ai les yeux justement marron autour de la pupille et bleu. Et je crois que Alors ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'anneau limbique. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et ça donne un certain relief, un certain contraste à votre regard. Donc, naturellement, on a tous en fait cette zone un peu sombre en périphérie, ce qu'on appelle l'anneau limbique. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire? Nous, on le reproduit, exactement. On le reproduit en laissant un petit espace entre le tunnel qui est coloré et donc la conjonctive, qui donne cet effet d'anneau périlimbique, hein, qui donne justement un peu de relief, un peu de contraste, et qu'il faut surtout ne pas enlever complètement. Et donc, vous avez une certaine liberté de création quand vous colorez un œil? Vous designez clairement la couleur de l'œil? Exactement. Vous arrivez à créer des ombrages un peu comme un tatoueur, etc. Alors, exactement. Alors nous, on va doser un peu comme un peintre, hein, donc la quantité de couleurs, de pigments qu'on va mettre dans la cornée. On peut aussi mixer différentes couleurs. Donc il y a vraiment une approche qui est très customisée, qui est un peu comme de l'art finalement. Ouais, ok, ouais, c'est vrai, je vois Ouais. ça. C'est pour ça que je dis designer, c'est un peu comme ça Ouais. que je vois la chose. Et vous pouvez refuser un patient, par exemple, pour une quelconque raison? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé. On en a parlé, les patients mineurs. Moi, je refuse. J'estime qu'il faut avoir une certaine maturité pour... Vous avez beaucoup de demandes
De mineurs, j'en ai. Et du coup, c'est les parents qui Et en fait, assistent vu à la que demande souvent les confrères refusent, ils vont voir tout le monde. Donc Ok. finalement, Et ça vient d'une demande vraiment de l'enfant en général ou c'est les parents qui insistent non, c'est un plutôt petit peu l'enfant, je pense. Ok, ouais. Mais moi, là-dessus, je suis assez intransigeant. Vous opérez pas du tout de mineur Non, hein pas du Ok. tout de mineur. Ouais. Après, de par mon expérience, je ne fais pas d'opération, par exemple, pour changer un iris clair, que j'estime très esthétique, vers un iris qui serait plus foncé. Car j'estime que le résultat esthétiquement serait pas à la hauteur, selon moi. Donc, Donc vous allez plutôt vers des teintes claires alors, que foncer l'œil. la majorité du temps, c'est des patients qui ont les yeux marrons, qui veulent passer à des teintes plus claires. Mais par exemple, si j'ai quelqu'un moi, qui a des yeux verts magnifiques, qui me demande des yeux marrons, je vais refuser parce que j'estime que... Ouais, carrément. non, parce que j'estime que je ne rendrai pas... Enfin, selon moi, service, après, c'est totalement subjectif. Et pour être totalement d'accord avec ma pratique, je préfère faire des actes dont moi-même je suis fier. Vous voyez Ok. Ouais, c'est intéressant. Non, ça veut dire que vraiment vous choisissez. Vous choisissez. Ouais, c'est pour ça que j'allais vous demander en plus, est-ce que vous changeriez la couleur des yeux vu que. Alors moi, ayant déjà eu recours à la médecine esthétique, pourquoi pas hein, je veux dire. Pour d'autres motifs, hein, mais je l'ai fait. Donc Bon, vous le pourquoi ferez pas vous-même, j'imagine. Alors je le fais pas moi-même parce que je suis assez satisfait. Vous pourriez, non Non, Ouais, c'est vous pourriez impossible, pas, ouais, c'est bien évidemment. impossible, Non, mais quand je dis que je le ferai pas, c'est parce que voilà, j'estime que j'ai des yeux naturellement qui me conviennent. Mais après, c'est comme le reste. Hein, s'il y a quelque chose qui peut vous complexer ou qui peut que vous pouvez changer par la médecine esthétique, si c'est en accord avec votre personnalité, votre identité, et que ça vous fait du bien, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une ressemblance dans les patients que vous recevez? Au niveau des profils, il y a vraiment de tout. Je pourrais pas dégager un profil type, que ça soit socioculturellement. En plus, vous faites de l'international, donc vraiment, là, Oui, vous avez bien sûr, vous avez bien la sûr. chance de voir du patient. Après, il y a quand même partout. il y a quand même peut-être il y a quand même un profil qu'on retrouve plus souvent, c'est les patients, on va dire, qui ont la peau foncée, mélanodermes, qui ont plus souvent des iris foncés. Mhm. Donc déjà, parce que la plupart des gens vont vouloir passer d'un iris foncé à clair plutôt que l'inverse. Donc c'est plutôt des critères, on va dire, sur la couleur des yeux. Mais après, pour le reste, un peu comme la chirurgie esthétique en général, hein, on peut avoir des gens qui ont refait les seins, qui ont refait autre chose. Ok. Mais, oui, déjà des profils qui sont mais assez oui, c'est ouverts à la des gens, modification. voilà, Ouais. des gens qui ont déjà fait de la chirurgie esthétique le feront plus facilement. Et les gens, je dirais, mélanodermes, c'est avec la peau foncée, les iris foncés, le feront plus facilement. Pour le reste, ça va vraiment du chef d'entreprise au salarié, sans qu'il y ait vraiment de profil type. Il y a un patient qui vous a marqué déjà, en particulier. J'imagine que il y en a toujours un. Je pose toujours cette question. Ah parce oui, qu'il y a toujours il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulier, oui, effectivement, qui m'a vraiment marqué. Bah, c'est une patiente, justement, qui voulait passer d'un iris clair, bleu, à des yeux foncés. Donc déjà, ouais, c'est une demande un peu particulière. Je me souviens de cette patiente, elle était absolument pusillanime. Ça veut dire que très dur à examiner, très dur à opérer. Ok. C'est-à-dire mouvementé. Bah, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous approcher de son œil, c'était la catastrophe. Parce qu'il n'y a pas d'anesthésie quand Non, vous- c'est une anesthésie locale. Ok. Ouais. Donc du coup... bah, C'est impossible de se faire un peu- anesthésier. Non, parce qu'en fait, vous avez besoin, c'est comme la chirurgie réfractive, de la collaboration du patient. Vous lui demandez de fixer des lumières, etc., pour la création du laser. On ne peut pas faire ce type de chirurgie sous anesthésie générale, c'est absolument impossible. Donc du coup, acte chirurgical très compliqué, hein, donc, avec une patiente qui criait avant d'avoir mal, hein, littéralement, c'est le cas de le dire. Beaucoup d'appréhension, qui fait que malheureusement, j'ai pas pu aller vraiment au terme de l'intervention et faire le tunnel et la coloration telle que je la voulais. Donc finalement, on a terminé avec une intervention qui était un peu incomplète, on va dire, en périphérie, c'était pas complètement terminé. Mais la patiente voulait plus, elle s'est levée, voilà, elle voulait partir. Et voilà, et puis, bon, après, il n'y avait pas mort d'homme, hein, mais c'est simplement qu'esthétiquement, bah, l'intervention n'était pas terminée. Par la suite, j'ai récupéré la patiente, hein, plusieurs mois après, parce qu'elle était allée voir d'autres confrères, etc. Et ça m'était revenu aux oreilles. Hein. Et du coup, j'ai recontacté la patiente, je lui ai dit, mais madame, quel est votre problème? Venez me voir moi, n'allez pas voir mes confrères. Et finalement, on a convenu d'une retouche, avec une prémédication, hein,
plus forte, on va dire, au niveau des anxiolytiques, etc. Elle a fait beaucoup d'efforts, ça s'est très bien passé. Et oui, finalement, tout est bien qui finit bien. Elle est contente de sa coloration. Aujourd'hui, elle me remercie beaucoup. Mais sur le coup, je peux vous dire que c'est... Moi, j'ai opéré des milliers de patients. Je parle de milliers de patients. J'ai jamais eu une patiente aussi dure à opérer de ma vie. Voilà. Au bout de quelques 15 années de pratique, c'est elle que je retiens. Est-ce que vous avez déjà eu peur d'être en avance sur la médecine esthétique? Oui, alors quand moi je me suis lancé dans la kératopigmentation, on était peu à le faire en France. Donc forcément, les regards se tournent vers ce genre d'innovation. Par expérience, les Français sont assez grincheux pour tout ce qui est innovation, encore plus quand c'est de l'innovation esthétique. On se souvient notamment en tant qu'ophtalmologiste, toutes les réticences qu'il y avait quand on a fait les premières chirurgies de la cataracte par technique de phacoémulsification. Et puis quand ensuite on a fait de la chirurgie laser de la vision, le LASIK, où la majorité des ophtalmologistes disaient non, c'est très dangereux, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, on le fait de façon complètement démocratisée. Vous voyez. Okay. Donc évidemment, il y a eu cette réticence. Et puis, après, avec le temps, il y a même des praticiens qui eux-mêmes avaient cette vision, on va dire, négative. Et puis, il n'y a rien de tel que d'essayer de soi-même et de se faire poursuivre une idée. C'est comme tout, si vous voulez. Une fois que vous avez votre propre expérience, le regard est différent. Là, c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'innovation, notamment là, dans un dernier podcast. Est-ce que donc vous avez commencé il y a combien de temps, la kérato? La kérato, j'ai environ 5 ans. Il y a 5 ans? Ok. Donc vous avez dit que ça a commencé en 2012. Comment, vous disiez qu'il y a des praticiens qui ont mal réagi à l'arrivée de cette pratique-là. C'était quoi le type de réaction? Comment Alors moi-même, en fait, je n'étais pas au courant que ça existait durant toute cette période. Mais après, on le voit sur LinkedIn, quand on a des interviews, les médias qui vont voir... Typiquement, quand il y a une innovation, ils vont voir celui qui a fait l'innovation, et puis ils vont voir le grincheux qui traîne des pieds, pour avoir les deux points de vue. Donc on voit aussi ce regard de vieux ophtalmologistes qui ont souvent on va dire, ces réserves. Voilà. C'est quelque chose que nous disait le docteur Saradon dans un dernier podcast. Il nous disait qu'il y avait vraiment 2 types de chirurgiens. Lui est un innovateur, il a créé des techniques, mais il disait que justement, dans les chirurgiens, il y a vraiment des chirurgiens qui sont pour le développement de la médecine et qui agissent dans le sens du développement des pratiques. Et il y a vraiment des chirurgiens qui sont dans leur technique, qui veulent rester dans leur technique, qui disent ça fonctionne, on ne veut pas aller plus loin, etc. Et qui restent un petit peu... bloqué. Mais pas que dans la médecine, je vais vous dire, dans tous les domaines, vous avez des locomotives. Oui, c'est vrai. C'est très français, ça, j'ai l'impression. Je pense que vous voyagez un peu aussi. C'est vrai que c'est sûr qu'en France, on n'aime pas beaucoup les têtes qui dépassent, l'esprit d'initiative à tous les niveaux. C'est vrai que... Voilà. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une sorte d'appréhension des praticiens de la marchandisation, entre guillemets, de la médecine esthétique? La surmarchandisation peut-être, cette idée de... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. D'ouvrir à tout le monde la modification corporelle, que ça devienne un vrai marché. Parce qu'on voit aussi qu'il y a des praticiens qui disent, ils disent on préfère soigner, on préfère vraiment, etc. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Ça, après, j'ai envie de vous dire, chacun voit midi à sa porte. Si eux ne sont pas à l'aise avec ça, qu'ils ne le fassent pas. Aujourd'hui, il y a des chirurgiens esthétiques dont c'est 100% du travail. Donc c'est bien qu'il y a quand même... Ils agissent pour une demande qui est réelle. C'est vrai que... moi, sur le coup, je connaissais très peu la kérato. Et c'est vrai que sur le coup, on voit... moi, ça me fait penser à de la science-fiction. Après, on se dit, mais c'est incroyable qu'on puisse modifier la couleur de l'œil. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres encore possibilités demain? Plutôt que de changer la couleur naturelle des yeux... je pense pas, mais après, c'est peut-être les techniques qui vont évoluer pour le reste. Des avancées qui permettront de rendre le résultat encore plus proche de la réalité, ce genre de choses, de nouveaux instruments. Mais sur la demande elle-même, déjà éthiquement parlant, on se limite à des couleurs naturelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça va rester comme ça. Je pense pas que demain, on crée des pigments rose fluo ou... Personne ne le fait actuellement. Non, personne ne le fait, car on veut rester dans des palettes naturelles. Après, ça pourrait être un débat éthique.
Mais il n'y a pas d'interdiction, c'est Y a ça. pas Si d'in- un praticien demain voulait faire Alors, que du rose fluo, il pourrait. Non, parce qu'il faudrait que le laboratoire produise le rose fluo. vous Ok. voyez. Et les labos sont pas... Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui en empêcherait. Je pense que ça va rester comme ça, mais sait-on jamais. Peut-être on va élargir la palette. Ah ouais, c'est marrant. Moi, je pense que justement, j'ai l'impression qu'on brise de plus en plus de limites, Ouais, donc mais, ça mais viendra. pourquoi pas, pourquoi Ouais, pas. ça Dans viendra. la mesure où on ne met pas en danger la santé de l'œil. Mhm. Et il y a d'autres choses en ophtalmologie qui aujourd'hui vous paraissent folles et qui dans 10 ans seront courantes potentiellement. Je crois qu'on avait parlé du diagnostic hier. Moi, je pense que oui, ça va être les 10 prochaines années, ça va vraiment être l'avènement de l'IA. Et je pense que maintenant, avec une simple photo du fond d'œil, on pourra demander à l'IA de faire plein de diagnostics. Et surtout en ophtalmologie, où tous les actes sont automatisés, peuvent être faits par des auxiliaires. Vous voyez. Donc en gros, demain, un cabinet bien équipé, à mon sens, pourra presque travailler sans un ophtalmologiste. Ok. Ouais. Quelle technologie vous utilisez, vous, en diag? On travaille avec des ophtalmos ici qui utilisent... j'ai beaucoup entendu parler de l'OCT, OCT grand champ. Exactement. Ouais. Donc en fait, vous avez des rétinographes, c'est-à-dire qui passent même à travers les pupilles resserrées, qui vous font une photo 360 degrés de la rétine. On a des réfractomètres automatiques, tonomètres, qui vont mesurer la tension oculaire, la réfraction automatisée. On a des OCT, dont vous avez parlé, qui vont mesurer donc l'épaisseur des fibres optiques du nerf optique pour dépister les glaucomes et qui vont faire un scanner très précis de la macula centrale de la rétine. Donc tout ça, c'est des actes qu'on peut déléguer, automatiser, et avec une bonne, je dirais, corrélation avec une IA, on pourrait presque se demander à la place de l'ophtalmo médical dans ce cas-là. Ok. Et vous pensez vraiment on peut s'y fier? Parce qu'on parle quand même de santé, donc est-ce qu'on peut vraiment se fier à une machine pour détecter? Est-ce que vous pensez qu'elle peut devenir plus performante qu'un œil humain? Alors, si on lui met les bonnes données, c'est déjà le cas. Je pense que ChatGPT a montré qu'elle était supérieure à n'importe quel professeur de médecine s'ils avaient les bons ingrédients. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, j'ai vu récemment, il disait que en fait, il accélère de plus en plus sa capacité de réflexion et de délivrabilité et que ça va encore accélérer dans les prochaines années et que ça va dépasser justement une tête humaine. Mais il y aura toujours, je pense, c'est comme tout, je pense, c'est comme quand les grandes machines dans l'industrie sont arrivées, il y avait toujours besoin d'un humain derrière. Est-ce qu'on aura Je pense qu'il y a quand même cette intuition humaine qui peut toujours servir. Dans le sens où je vais plutôt faire tel examen, mais pas tel autre, ce petit flair du praticien. Ok. Que ça, on ne pourra jamais remplacer. Mais je dirais que avec des données diagnostiques égales, bien rentrées dans le logiciel, etc., je pense qu'on est sur de l'équivalence. Et surtout pour du dépistage de pathologies comme le glaucome, comme la... Justement, j'étais en train de me poser cette question. Quand vous allez pratiquer une kératopigmentation sur un patient, est-ce que vous allez chercher des pathologies de l'œil? Est-ce que vous essayez de savoir si, parce que vous pratiquez, vous la chirurgie réfractive? Bien sûr. En amont, on va s'assurer que l'œil est parfaitement sain, de l'absence de glaucome, de l'absence de malformation de la cornée, de l'absence de cataracte. Donc on fait un check complet en fait de la santé de l'œil. Parce que ça peut impacter quelque chose? Alors, ça peut, surtout dans les malformations de la cornée, mais en fait, c'est surtout que dans ces cas-là, on va d'abord traiter le problème médical avant de traiter le problème esthétique. Donc oui, il y a une nécessité de traiter d'abord l'œil et ensuite de le colorer. Par ordre de priorité, évidemment. Et vous le faites en même temps? Non. Vous pouvez opérer l'œil et directement le colorer ou non? Non, par exemple, si c'est une cataracte, on fera d'abord la cataracte, et après, on pourra faire la kérato. On peut faire dans l'autre sens, mais c'est plus compliqué. Parce que la cataracte, en plus, ça crée un espèce d'halo, c'est ça? Ça crée un halo dans l'œil. Ça crée une décoloration de l'œil, une cataracte? Alors, vraiment à des stades très avancés. Ok. C'est les cataractes qu'on dit blanches, où là, on peut voir vraiment que la pupille est blanche. Mais la majorité des cataractes dites séniles, c'est-à-dire chez les gens âgés, on a besoin d'un microscope pour les voir. Ah oui, donc c'est pas plus, justement, vous êtes âgé dans un stade avancé, plus l'œil se dégrade, si c'est ça? En fait, si, mais ça dépend des cataractes. Il y a des cataractes, par exemple, les cataractes blanches qu'on voit à l'œil nu, et des cataractes, je dirais, c'est la cataracte typique, qui est nucléaire, sénile, qu'on peut diagnostiquer qu'avec un microscope. Et ça peut se développer très vite, une cataracte? Oui, ça dépend des formes, encore une fois. Combien de temps, par exemple? Alors, la forme typique sénile, ça prend des années, des dizaines d'années, et ça arrive à partir de 65-70 ans. Okay. La forme, certaines formes pathologiques
qui vont colorer plutôt la face postérieure du cristallin peuvent se compléter en moins d'1 an. Ou des cataractes suite à des traumas. Ça peut se compléter en moins d'1 an. Quel genre de traumatisme, par exemple? N'importe quel traumatisme. Après, pour que ça impacte l'œil, il faut que ça soit... ça peut pas être un ballon de foot, par exemple, vous voyez, mécaniquement. Mais Ouais, vraiment quelque chose qui rentre dans l'œil. un coup de poing, n'importe quoi. Quelqu'un qui prend une barre, un accident, voilà, n'importe quoi. Hein. Ok, d'accord. Je voudrais revenir à la kératopigmentation, donc à la pratique même de la kératopigmentation. Bien sûr. Concrètement, comment on change la couleur d'un œil? Comment se déroule l'intervention? Qu'est-ce que vous faites vraiment Alors concrètement, donc, c'est une intervention sur des saisies locales, donc avec des petites gouttes. Le patient est allongé, ça dure environ une demi-heure pour les 2 yeux. La première étape est très rapide, elle dure une vingtaine de secondes par œil, qui va être la création du tunnel, donc intracornéen qui se fait au laser femtosecond. Donc œil droit et gauche, ça dure 20 à 30 secondes par œil. Ok, c'est super rapide. Donc ça, c'est ultra rapide. C'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième temps, est la phase chirurgicale, où le chirurgien va manuellement entrer dans les petites incisions qui ont été faites au laser. Donc il y en a une à 6h, une à midi, et répartir de façon homogène le pigment dans les 4 cadrans. Et également, donc s'assurer que la périphérie du tunnel, qui est au début un peu imparfaite, soit la plus régulière possible en face du limbe. Voilà. Et moi, j'ai vu des photos en plus très récemment, donc ça donne vraiment des résultats naturels. Comment vous arrivez? Parce qu'on voit dans l'œil, il y a comme plein de petits, des petits points, des petites variations. Comment vous arrivez à reproduire ces variations-là? Alors ces variations, elles se font sans qu'on le veuille vraiment. Parce qu'il y a des zones où le pigment va adhérer plus ou moins. Et donc naturellement, on va avoir cette hétérogénéité. Parce que quand on regarde la photo, j'ai déjà même pris mon œil en photo de très près. Ouais. On a l'impression ça fait comme des petits cratères, comme s'il y avait une petite vallée en fait dans Ouais, l'œil. exactement. Donc en fait, l'iris, il y a au niveau de on va dire du relief, il y a des petits reliefs. Il y a des sillons, il y a des reliefs, etc. Et donc c'est pour ça que le pigment vient s'apposer sur ces Alors reliefs. nous, justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas intervenir au niveau de l'iris. On va cacher votre iris en faisant un tunnel dans la cornée. Donc on va venir masquer votre iris par une nouvelle coloration qui sera dans la cornée. Même principe qu'un tatouage en fait. Exactement. On vient rajouter de l'encre Exactement, par-dessus. voilà. Et est-ce qu'il peut y avoir des risques lors d'une opération? Est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles? Alors, les risques, toute opération a des risques par définition, hein, mais les risques graves, pour l'instant, touchons du bois, hein, sur des centaines et milliers de patients opérés, on n'a jamais eu de perte de la vision. On n'a jamais eu d'infection. Donc, en gros, pour ce qui est des complications rares, pour l'instant, on n'en a jamais eu. En revanche, il peut y avoir des petits effets indésirables, comme toute opération chirurgie esthétique, comme les yeux secs les premières semaines, des éblouissements, et qui se résolvent fort heureusement avec le temps. Okay. On peut aussi avoir une petite modification de la puissance réfractive de l'œil, c'est-à-dire qu'une petite modification de la correction de lunettes, et plutôt dans le sens de diminuer la myopie, donc la corriger, ça c'est bien, ou aggraver un petit peu l'hypermétropie. C'est pour ça que c'est bien de faire un contrôle de la vision 1 mois après, pour voir s'il faut ajuster les lunettes ou pas. Ah, donc il y a un suivi à long terme après Alors il y a un suivi à 1 mois pour justement vérifier qu'il n'y a pas de modification au niveau de la réfraction. Et après, c'est purement esthétique, hein, c'est le patient qui revient pour faire son bilan. Je conseille au moins 1 fois par an. Ok, donc oui, vous continuez à voir vos patients. Exactement. Après, sur des et puis termes. après, si jamais il veut une retouche ou quoi que ce soit, ça on peut l'envisager plus tard. D'accord. Ah, ça veut dire que vous pouvez repigmenter un œil après encore d'une autre Ouais, couleur on peut faire des retouches. À l'infini? Pas à l'infini, je dirais qu'il faut faire au maximum 3 retouches. Ok. Bien sûr, en s'assurant à chaque fois que la cornée soit OK pour recevoir le pigment, etc. Quand vous dites retouche, ça veut dire rechanger la couleur de l'œil ou... Retouche, c'est-à-dire qu'on va re-rentrer dans le tunnel et puis et rajouter un peu de pigment ou une autre couleur, etc. selon les desiderata du patient. Parce qu'avec le temps, c'est comme un tatouage, on a une petite perte de l'intensité de la couleur. Okay. Et des fois, les patients sont demandeurs pour revoir la couleur originelle, dans le cas où ça s'atténue trop. Et tiens, je me pose une question pour les... j'ai pas mal parlé de chirurgie ouverte dans certains podcasts et où des praticiens me disent que on a tous un corps plus ou moins similaire, mais il y a toujours des surprises. C'est-à-dire que des fois, on ne trouve pas quelque chose où on voulait le trouver, il y a quelque chose qui n'est pas forcément à sa place. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est la même chose avec les yeux? Alors, au niveau de la cornée, non. Honnêtement, tout le monde a la même cornée, vraiment. Après, les variables individuelles chez nous, ça va plus être le comportement du patient sur la table d'opération, vu qu'il n'est pas endormi complètement. Ok. C'est la seule variable que nous, entre guillemets, on a à gérer en tant que chirurgien.
Mais une cornée reste une cornée. Il y a eu des choses marrantes au bloc. Il y a déjà eu des comportements un petit peu... Bah, vous avez des patients ouais, qui sont... En fait, vous pouvez jamais prédire comment sera le patient, même quand vous le voyez en consultation. Hein. C'est le jour J sur la table d'opération. Vous pouvez être surpris dans les deux sens. Parce que c'est une anesthésie locale, donc qui affecte pas le côté psychique, etc. Il n'y a pas de côté Alors, moi, je euphorisant, leur donne un demi-lexomil, mais enfin, c'est pas non plus... Oui, c'est pas non plus un traitement très Après, fort. tout le monde a sa sensibilité. Mais oui, non, moi j'ai des sueurs froides plus d'une fois. Hein. C'est-à-dire Bah, en fait, c'est au moment de la succion, parce que vous avez un contact entre l'œil et le laser, durant lequel il faut pas que l'œil bouge. Il est maintenu par la succion, mais si jamais le patient bouge volontairement, ça lâche. Et donc, quand ça lâche... Il y a une sécurité sur la machine? C'est-à-dire que si bien sûr, ça s'arrête et ça risque rien, entre guillemets. Mais ça impose de refaire la procédure, c'est plus long, etc. Et moins on fait d'étapes, mieux c'est, évidemment. Donc, oui, c'est surtout pendant cette phase-là, qui dure 20 secondes, où il faut que il faut pas qu'il y ait le lâchage, en fait, entre l'œil et le contact du laser. Ouais. Bah, des fois, on est un peu stressé parce qu'on voit que ça bouge, ça bougeote, et puis, finalement, ça bouge pas, oui. Puis c'est hyper dur à contrôler les yeux. Enfin, on le voit, là, c'est... Alors, moi-même, je suis opéré, hein, honnêtement. Enfin, pour moi, c'est simple. Parce que j'ai vu la lumière, etc. Tout ce que je demande aux patients, moi, je l'ai vécu. Ah, vous avez vous-même... Moi, je me suis opéré de LASIK. Et je l'ai fait avec le laser Visumax, qui fait la kératopigmentation. Donc, je sais ce que ressent le patient. Pour moi, qu'un patient arrive à bouger pendant l'opération, je trouve ça... Enfin, c'est le stress. Mais c'est le stress, en fait. C'est une réaction qu'on ne contrôle pas. Ouais. Et bien évidemment, ils ne le font pas exprès. Ils ne le font pas exprès. Mais après, bon, c'est nous, en fait, qui endurons plus, heureusement, que les méfaits de ce genre de comportement. Parce que c'est nous, derrière, qui devons refaire la procédure. C'est nous, derrière, qui prenons un peu sur nos surrénales hein, pendant cette intervention. Ouais, j'imagine. C'est plus demandé par les hommes, par les femmes? Alors, pareil, c'est exactement... Ouais. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus féminin. Pas du tout. Ok. Je me demandais aussi, qu'est-ce qui différencie votre technique de ce qui se fait à l'étranger? Parce que vous opérez donc des patients internationaux. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui se pratique. Ça se pratique partout dans le monde, aujourd'hui, la kératotomie? Non, pas partout. Nous, on est les pionniers en France. Ok. Et globalement, on reste quand même un pays de référence. Tous nos pays voisins, en fait, ne le font pas, sauf l'Espagne. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de tourisme, je dirais, médical, hein, qui vient vers nos centres. En quoi c'est différent de ce que font nos concurrents étrangers? Je dirais que c'est pas tellement différent. Ils font exactement la même chose, hein, globalement. Hein. Après, on peut avoir des variantes sur le laser utilisé ou sur la qualité des pigments utilisés. Ah, sur les technologies. On a les meilleures technologies en France? On a accès aux meilleurs pigments et aux meilleurs lasers. Hein. Après, chacun utilise le laser qu'il veut. Hein. Mais en tout cas, moi, j'utilise le meilleur matériel. Voilà. Et comment on choisit son praticien alors pour une kératopigmentation? Alors, comment on choisit son praticien? C'est comme le reste. Hein. Les patients ils se basent sur les résultats, sur la réputation, sur le bouche à oreille. Donc, c'est sur une communication, je dirais, dans mon cas, qui est beaucoup visuel, évidemment, puisque les résultats sont esthétiques. Mais voilà, c'est comme toute chirurgie, en fait. Hein. Donc, il y a plusieurs façons de recruter les patients. Il y a soit le bouche à oreille, hein, donc qui est le moyen, je dirais, le plus puissant. Et il y a aussi la communication, Internet, Google, Instagram, le site Internet. Vous pouvez nous citer des couleurs de pigments? Parce que je regardais sur donc tous les avant-après là que vous avez. D'ailleurs, je vous invite, j'invite ceux qui regardent ce podcast à aller voir vos avant-après qui sont assez impressionnants. Vous pouvez nous citer des couleurs, par exemple, qui sont à la populaire ou qui marchent bien ou qui sont même un petit peu particulières? Parce que je vois, je sais plus les termes, j'arrive plus à me souvenir des termes, vous les connaissez? Alors, globalement, les deux couleurs, je dirais, phares, c'est le bleu et le vert. Mais ils ont des petits noms, non? C'est bleu. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, chacun les appelle comme il veut. Hein, parce que moi-même, souvent, je fais des mix entre différentes... Ah, vous pouvez mélanger des pigments? Ouais, je fais des mix entre différents pigments et je leur donne un nom. Et ça, voilà,
par confidentialité, je le garde secret. Hein. C'est pour ça que le nom d'un autre chirurgien... Ah, c'est vos propres Voilà, sets. je Ah, veux c'est avoir mon intéressant. propre nom. Et après, je dévoile pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est mes résultats. Ok, c'est marrant. Ouais, que Donc, notamment au niveau du bleu, j'ai un bleu qui est très clair. Mhm. J'ai un bleu d'intensité intermédiaire entre le clair et le foncé. J'ai un bleu foncé. Pour le vert, c'est pareil. Je vais avoir un vert clair. Je vais avoir un vert avec une petite teinte de bleu. Je vais avoir un vert qui est un mélangé avec une autre couleur. J'appelle le vert olive ou le vert tropical. Vous voyez, donc j'ai 3 gammes de vert globalement, 3 gammes de bleu. J'ai le pigment miel aussi qui marche très bien. Pigment miel. Il marche très bien, donc je trouve les Qui est quoi, résultats... un marron jauni Bah, comme du miel, hein, finalement, Ouais. on peut pas être plus précis. un peu hein. doré, du coup. Miel doré, exactement, j'appelle Honey Gold. Et dont je trouve les résultats très beaux sur les patients mélanodermes. Et c'est quelque chose qui doit très vite se remarquer. Hein. Un patient qui change de couleur d'yeux, sa famille, ses proches, etc. doit très vite le voir. Donc c'est pour ça que j'imagine qu'aussi le bouche à oreille fonctionne très très bien. Comment ils réagissent en général les proches parce que j'imagine que vos patients, des fois, ils viennent accompagner. Alors, C'est quoi les réactions alors, parce que c'est un changement. très souvent, heureusement, ils sont contents, hein, parce qu'ils en ont parlé souvent à leur conjoint, à leur conjointe. Hein. Donc, jamais vu de conjoint pas content. Après, c'est un choix personnel. Hein, donc, Oui, bien sûr, on peut ouais. jamais être à l'abri que le patient veuille faire quelque chose je dirais, en dépit de la vie de ses proches. Donc après, ça, c'est comme tout. Hein, soit vous vivez pour vous, soit vous vivez pour les autres. Hein. À partir du moment où le patient est content et à l'aise vis-à-vis de son résultat, j'ai envie de vous dire, le reste m'importe peu. Ouais, j'entendais plus vos patients, par exemple, que vous revoyez un mois. Qu'est-ce qu'ils vous rapportent par exemple, est-ce qu'ils vous disent on me l'a fait remarquer Est-ce qu'il y a des choses qui Oui, vous bien sûr, rapportent bien sûr. Oui, oui. Quand ils me disent oui, j'ai eu beaucoup de compliments, c'est que c'est bon signe, surtout qu'au début, on peut avoir un côté un tout petit peu artificiel. Quand déjà, dès les premières semaines, voilà, tout le monde est content, et fait qu'il y a les bons feedbacks de l'entourage, c'est déjà super. Et ils vous rapportent le négatif aussi parce que bon, comme on disait, on est en France, il y a forcément On des peut critiques avoir négatives. Ouais. j'ai des patients qui me disent ma copine n'aime pas, etc. En fait, voilà. Bon, après, Comme vous dites, les goûts, les goûts et les couleurs. Les goûts, les couleurs, ouais, exactement. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous voyez des nouvelles tendances arriver en kérato? Encore d'autres choses? Peut-être vous, est-ce que vous voyez faire d'autres choses encore plus tard en termes de modification? Alors, au niveau de la kérato, je pense Esthétique. on peut très bien envisager des petites innovations, déjà sur les pigments, hein, donc sur la qualité des pigments, le fait qu'ils soient peut-être plus durables dans le temps. Parce que ça s'estompe? Ça s'estompe au niveau de l'intensité, je vous l'ai dit, comme un tatouage. Hein, voilà. Donc, sur la qualité, la production, la qualité des pigments, sur les instruments utilisés, pour essayer de reproduire au mieux donc, je dirais, l'effet naturel, des petites stries, des choses comme ça, pourrait rendre le résultat encore plus naturel. Ok. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Mais voilà, pour le reste, c'est une chirurgie, je dirais, globalement, qui est déjà bien mûre, dans le sens où voilà, je ne vois pas beaucoup d'évolution qu'on pourrait lui apporter. Hein, mais, Et donc quand la couleur elle s'estompe, ça ramène la couleur naturelle de pas l'œil? vraiment, c'est plutôt une perte d'intensité, mais ça revient jamais comme l'œil était avant. Mais admettons, je ne sais pas si vous avez un verre très clair, le verre va se foncer peut-être un peu avec le temps, vous voyez. Mais vous n'aurez jamais les yeux marrons à d'intégrum. Est-ce que vous voyez des patients qui font cette opération pour vraiment changer d'identité? Oui, notamment, moi j'ai déjà eu des patients transgenres hein, qui ont subi des transitions de sexe et qui après, dans la foulée, un peu dans le même esprit, ont voulu changer la couleur des yeux. Et ça leur permet d'accompagner cette transition, c'est ça? D'encore. C'est un acte, comme on l'a dit, qui est identitaire. Hein, c'est une façon d'exprimer ce qu'on veut être, sa personnalité. Comme dit Cicéron, hein, le regard, les yeux sont le reflet de l'âme. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, Ouais. c'est quelque chose d'éminemment personnel. Hein. Vous le voyez comme ça, changer ses yeux, c'est pas comme changer son nez, par exemple? C'est encore plus profond, je pense, Ouais. au niveau de la signification. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, le regard, c'est quelque chose. Et vous voyez donc des patients qui font plusieurs chirurgies en même temps, donc quand ils viennent faire une kératopigmentation, qui sont en même temps dans un processus Oui, bien sûr, bien sûr. de beaucoup d'opérations. Ouais. Ouais, il y en a qui disent je fais d'abord les seins, puis le nez, puis les yeux. Ils sont puis les implants. Enfin, c'est dans leur global, dans leur process de changement esthétique. On parlait de Londres juste avant.
Moi, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps là-bas Ouais. et je trouve que là-bas, il y a une sorte d'acceptation beaucoup plus grande qu'ici en France. Comme les gens sont beaucoup plus tatoués, Ouais. remarqué en Angleterre qu'en France. Ah oui, complètement. Bah, Et- en Angleterre, clairement, on peut rentrer dans un restaurant, avoir des serveurs random comme vous et moi, et voir le manager arriver. Le manager, il a les yeux noirs, il a le visage tatoué, Ouais, etc. on Et a, c'est lui le on a manager du beaucoup resto. le plus patron, quoi. d'acceptation Ouais. par rapport à l'extravagance dans Mhm. ces pays-là qu'en France. On est Moi, assez- je trouve même que c'est carrément, plus on s'affirme soi-même, plus on est bien vu. Entre guillemets, les personnes qui s'affirment le plus sont ceux qui, justement, vont au plus loin d'eux-mêmes et sont souvent les plus performants. Et je trouve que c'est une bonne vision des choses. Alors qu'en France, au si vous contraire. n'avez pas le petit costard cravate, voilà, votre patron vous met dehors. Comment vous l'expliquez ça qu'en France, on bloque? Je pense qu'on a un côté un peu... c'est peut-être la mentalité latine qui est plus traditionnelle. À mon sens, vous allez en Italie, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Vous allez en Espagne, je pense que c'est la mentalité latine versus anglo-saxonne qui est plus ouverte. Ouais, c'est vrai qu'on parlait de. Vous opérez pas mal de patients brésiliens. Ouais. Le Brésil, je trouve qui est un peu comme ça aussi. Pareil, Brésil. En fait, les deux pays les plus demandeurs, c'est le Brésil et l'Israël. Et c'est corrélé aussi au tatouage. Pour eux, c'est la prolongation du tatouage. Ouais, mais de toute façon, moi, je vois une sorte de similarité dans les pratiques. Ok, ouais, c'est intéressant. Et comment vous êtes devenu chirurgien, Dr Marion? Comment moi, je suis devenu chirurgien? Alors, je le savais pas forcément au début. Et c'est l'avantage, en fait, de la médecine, c'est qu'en fait, au début, vous avez 6 ans pour décider. Alors, moi, au début, j'ai passé la première année de médecine. J'avais pas de parents dans la médecine. Je savais que je voulais être médecin, mais je savais pas exactement dans quoi. Vous voyez. Donc, j'ai réussi la première année, puis après, je suis allé en cardiologie. Ça a pas mal changé. Au début, je voulais plutôt faire de la médecine. Et puis, je suis passé en ophtalmologie. J'aimais bien le côté technique. Et surtout le côté gratifiant, dans le sens où voilà, vous pouvez changer, quantifier vos résultats. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'a séduit dans l'ophtalmologie. C'est le côté à la fois la pointe de la technologie et vraiment de pouvoir quantifier, moi, je suis quelqu'un assez cartésien, votre résultat. Ok. Et sans vous demander votre âge, mais quand vous vous êtes dirigé vers la chirurgie ophtalmologique. C'est à 24 ans, Ok. après le concours d'internat. Bon, du coup, ça me donnera pas votre âge. Mais je voulais savoir par là. C'était à 20 ans. Est-ce que les pratiques existaient déjà? Enfin, du coup, le LASIK n'existait pas encore, je crois. Alors, il y a 20 ans, si, mais c'était les balbutiements. C'était le début du LASIK 100% laser. Et vous le voyez, à cette époque-là, vous le voyez venir Alors, à cette époque-là, l'évolution moi, je savais même pas que je voulais faire de la chirurgie réfractive, pour vous dire. Moi, j'ai fait de l'ophtalmologie générale, et après, je me suis spécialisé dans la chirurgie réfractive, après, à la sortie de mon cursus, plutôt vers 30-31 ans. Et là, c'est devenu vraiment ma spécialité. Et la kérato, c'est un peu le prolongement de la chirurgie réfractive, puisqu'on utilise les mêmes lasers, etc. Le geste est assez similaire. Donc moi, j'ai les deux activités chirurgie réfractive. À la base, j'étais formé j'ai vraiment pratiqué beaucoup. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la kératopigmentation. Mais je fais toujours de la chirurgie réfractive. Ok, donc ça a vraiment été un cheminement. Voilà, c'est ça, et c'est les mêmes blocs, les mêmes lasers, etc. Oui, bien sûr, ouais. Et donc, quand vous avez commencé vraiment à pratiquer à 30 ans, elle en était où à ce moment-là, la chirurgie réfractive? C'était comme actuellement, non? Non, il y avait déjà le LASIK, le femtolasique, les lasers. Après, ce qui a évolué depuis, il y a une nouvelle technique qui s'appelle le SMILE, une évolution dans la myopie, micro-incision. Mais dans les faits, le LASIK qu'on faisait il y a 20 ans, il était pratiquement aussi au point que celui qu'on fait maintenant. Sauf peut-être que les lasers actuellement sont un peu plus précis. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de récent pour moi, la chirurgie oculaire. Mais en fait, on soignait déjà les yeux à l'époque. Peut-être qu'il y avait beaucoup plus de peur avant. Il y a beaucoup d'appréhension. Il y a encore un phénomène qui est très franco-français. Sur la réfractive, on opère moins que dans les autres pays. Parce qu'il y a cette culture, vous savez, du 100% gratuit en France. Et la chirurgie réfractive, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc les gens, ils sont plus tributaires de leur mutuelle et ils ont ce raisonnement un petit peu fermé à se dire non, c'est pas remboursé, je le fais pas. Vous voyez. Alors que au niveau de la qualité de vie, c'est un avantage incroyable. Oui, et que les autres pays n'ont pas forcément ces avantages-là, donc ils sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts entre guillemets à payer de leur poche. Et du coup, ça va moins les choquer de payer, je sais pas moi, 2000 € pour ne plus porter de lunettes. Dans l'absolu, n'est pas non plus. On parlait tout à l'heure des praticiens un petit peu réticents. Vous avez déjà reçu des pressions où on a déjà essayé de vous dissuader de pratiquer la kératopigmentation? De la part des confrères, non. Ouais. Non, c'est simplement... Après,
Franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un me le dire personnellement. Ou alors, comme je vous dis, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, ce genre de trucs. Ouais. Où après, il y a débat entre ce qu'on fait et ce qu'on n'a pas fait. Moi, je pars du principe que parler de quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est un peu bizarre. Mhm. Vous voyez. Et vous, comment vous vous considérez là-dedans? Comme un chirurgien ou comme un petit peu un explorateur d'une nouvelle technique Les deux, mon capitaine. Ouais. Les deux, parce que, évidemment, oui, je suis chirurgien et j'aime bien aller au plus loin de ma spécialisation. J'aime bien l'innovation. C'est pour ça que moi, quand j'ai essayé la kérato, je savais pas que j'allais aimer forcément. Mais ça m'attirait et je voulais justement explorer ce côté-là. Ah, je trouve c'est atypique comme parcours. Et donc, demain, vous voyez pratiquer encore de nouvelles choses? En ophtalmologie, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait encore évoluer en ophtalmologie là, dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous voyez venir? Pour l'instant, le plus dur, je dirais, c'est la chirurgie de la presbytie. Hein. Je pense qu'il y a... Qui est différent des autres? C'est le même principe, c'est avec un laser, mais en fait, si vous voulez, on n'arrive pas à restaurer naturellement l'élasticité du cristallin. Ok. Et je pense qu'avec l'avenir, peut-être qu'on pourra, en faisant des petites incisions au niveau de la capsule avec du laser, et ça, c'est à l'étude, hein, redonner au cristallin une espèce d'élasticité. Et voilà, donc ça serait, je pense, une piste. Et la presbytie, il y a de plus en plus de gens, avec la pyramide des âges, qui avancent, qui sont presbytes. Donc je pense que c'est vraiment dans ce domaine-là, dans le domaine de la qualité des implants, aussi, qui va corriger la presbytie, qu'on va pouvoir progresser. Je vois dans le futur, en tout cas, sur le plan on va dire, réfractif. Ah, il y a une question qui me revient en tête tout à l'heure. Vous disiez que vous aviez vos propres recettes. J'ai oublié de vous demander comment ça se passe là. Comment vous définissez une nouvelle recette? Est-ce que vous collaborez avec les laboratoires pour créer un nouveau pigment en mélangeant plusieurs pigments, ou est-ce que vous avez votre propre laboratoire, vous faites vos propres recettes? Alors en fait, le laboratoire nous livre des pigments bruts, Ok. et puis c'est nous après qui faisons notre recette, entre guillemets. Mélange, Voilà. ouais. Ok. Et moi, des fois, j'innove. Parce qu'en fonction du patient, il me dit, là, je veux telle couleur, mais un peu moins ça, un peu moins ci, un peu moins ça. Ah non, vous faites du sur-mesure. Ok. Donc moi-même, après, avec l'expérience, si vous voulez, on peut même sur la table d'opération ajouter un peu, en enlever, vous voyez, un peu comme une recette de cuisine. Et après avoir le feedback du patient. Est-ce que vous aimez comme ça? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez moins? Et donc finalement, c'est en faisant ces petits ajustements qu'on se dit, tel mix fonctionne bien. Hein, ou tel mix, irait bien. Et quand vous dites on peut ajuster sur la table d'opération, c'est une injection, le pigment? En fait, injecté, c'est ça? Enfin, on va le répartir avec une petite spatule, donc à l'intérieur de l'œil, et on peut en enlever aussi. En mettre, en enlever, vous voyez. Elle fait quelle taille cette spatule? Elle fait la taille de l'incision, donc exactement, je vais vous dire. C'est environ 2 mm et demi, 3 mm. Et ça, c'est dirigé par une machine, c'est vous qui... Non, c'est moi qui le fais. Hein. C'est une spatule en forme de queue de cochon, vous voyez, qui va épouser en fait la forme du tunnel. Il va nous permettre de disséquer l'espace. J'avais vu une vidéo, il me semble. Ouais. On pourra peut-être mettre une petite vidéo là pendant le podcast pour montrer. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose. Vous aimez montrer ça à vos patients avant l'opération? Peut-être que ça effraie un petit peu. Ça peut effrayer, mais enfin, si vous regardez mes Instagram, il y a toujours une partie où on voit vous montrez. On me voit avec l'instrument en train de. Ouais, je trouve que c'est bien de montrer parce qu'au moins ça démystifie un petit peu. Ouais, je pense que c'est bien. Et puis de toute façon. Si le patient veut voir, il verra. C'est ça. Il y en a toujours qui sont un petit peu de toute façon, réfractaires, qui veulent pas trop savoir. J'ai montré, là, juste avant de venir, j'ai montré à un ami justement la pratique. Lui me disait, oh non, pas les yeux, j'aime pas voir les yeux. Moi, c'est vrai que je m'y intéresse parce que plus je vois d'opérations, je pense que plus, voilà, vous m'avez dit que vous avez fait du cardio, etc. avant, donc vous avez dû voir de la chirurgie ouverte. Je trouve que plus on voit d'opérations, plus ça brise un petit peu. Ouais, ça démystifie la chose. Moi, j'adore maintenant aller au bloc, c'est un plaisir. Mais je serais curieux un jour de voir une kératopigmentation. J'ai déjà vu de la blépharoplastie, j'ai vu du LASIK, de la chirurgie réfractive déjà. Mais je serais curieux de voir vous êtes le bienvenu. Comment ça se passe. Ouais. Quand vous voulez. Avec plaisir, on pourra même documenter si vous voulez une opération au plaisir. Est-ce que, je voulais vous demander aussi, est-ce que les médias vous comprennent? Comment se passe la médiatisation de la kérato? Même quand c'est arrivé, comment les médias ils ont amené ça? Moi, j'ai déjà eu affaire plusieurs fois aux médias, que ce soit de façon, je dirais, téléphonique ou présentielle. Non, ils comprennent assez bien, globalement. Quel type de médias, par curiosité? Moi, j'ai eu affaire à Le Point. Un journal long. Donc, les écrites, Sud-Ouest. Okay. J'ai eu RMC, donc la radio.
J'ai pas eu de télévision encore, mais voilà, c'est souvent que je réponds, hein, donc, ou alors à des gens qui veulent faire un article, etc. Ok. Non, ils comprennent bien, ils transcrivent. Après, comme je vous dis, des fois, ils veulent un autre avis, donc ils demandent à quelqu'un d'autre pour avoir les deux sons de cloche. Mais non, globalement, c'est assez bien retranscrit. C'est bien reçu, ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais vu. Bah, je connaissais très peu. Je trouve que c'est quand même une technique qui est pas encore très connue. Non. Bien sûr, non, Ouais, elle est globalement, encore assez discrète. ouais, ça reste assez. Est-ce qu'il y a une volonté de la garder discrète ou est-ce Non, que... je pense que ça, c'est un peu lié, enfin, notamment en France, hein, on est quand même le pays, globalement, qui offre la meilleure offre et dont on n'a pas forcément le plus de patients. Vous voyez. Ouais, c'est ça qui est C'est un surprenant. peu ce ouais. paradoxe. Bah, Ouais. Parce que je vous dis, quand il y a toujours des vieilles barbes qui racontent ce qu'ils veulent, et puis c'est vrai que ça a tendance des fois à freiner un peu les patients. Quand votre ophtalmo traditionnel, il nous dit non, non, le faites pas, c'est affreux, alors qu'il n'en sait rien, il n'a jamais vu une seule fois un œil opéré, bah, ça incite pas à le faire. Ouais, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en France, mais maintenant, c'est vrai que j'ai regardé. C'est quoi un petit peu les pays phares où c'est plus pratiqué? Alors, dont on a le plus de patients, c'est le Brésil, Israël. Clairement, après, les Anglais, on en parlait. Hein, les Anglais, pas mal. Les Allemands. Les Italiens. Israël aussi, c'est assez ouvert. Ouais, c'est vrai que c'est très ouvert, je crois, très en termes ouvert de en termes modification, de. ouais. Je vous dis, c'est un des pays le plus tatoué. Donc, ça fait vraiment partie de leur culture. Ah ouais, tiens, je savais même pas ça. Ouais. Ok. Et c'est dans la prolongation, ils sont très friands du changement de couleur des yeux. Et on a aussi tous les patients du Moyen-Orient qui portent souvent déjà des lentilles de couleur. Ils sont des très bons candidats à la kératopigmentation. Vous qui êtes donc un praticien, est-ce que vous voyez former de nouveaux praticiens à cette technique? Oui, bien sûr, j'ai Partagez déjà fait. votre- Vous l'avez déjà fait, ouais? Ouais, j'ai déjà fait. J'ai déjà été formateur référent pour un laboratoire. Hein, donc, je l'ai déjà fait. Voilà, après, je le ferai pas pour n'importe qui, parce que j'estime que c'est quand même un investissement. Si on le fait, c'est pour vraiment le faire. Ah, donc vraiment, vous faites du cas par cas, vous passez Ouais, pas par, ouais. par des écoles de formation Non, c'est moi qui le fais pas personnellement. J'accueille les praticiens au bloc avec moi, je leur explique les astuces, tout. Voilà. Je leur donne tous mes secrets. Internationaux ou principalement français? Internationaux, ouais. J'ai formé des Français étrangers. Ok. De Paris, des pays, Surtout type Brésil, Israël, France, etc. France, ou- Espagne. Oui, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que de par mon expérience, et à ma grande surprise, j'ai jamais eu de retour aussi gratifiant que des patients opérés de kérato. On a une reconnaissance, et dans la chirurgie esthétique en général, qui est incroyable. Quand les patients sont contents, ils sont vraiment très reconnaissants. Ils vous invitent en vacances chez eux. C'est incroyable, vraiment. Ah ouais, carrément. Et ça, jamais, moi, j'ai opéré des milliers de patients avant. Jamais quelqu'un que j'ai opéré de la cataracte ou de la myopie m'a proposé d'aller en vacances chez lui, je sais pas où, en Italie, vous voyez. Ça, c'est marrant. Ouais, Ouais. c'est incroyable, en fait. Et on a un rapport qui est différent dans la chirurgie esthétique avec le patient, qui est plus fort. Ouais, c'est vrai. Bah, j'en ai parlé avec un chirurgien esthétique récemment et même qui me disait que quand il opérait un patient ou une patiente et qu'il il modifiait cette personne-là corporellement à vie, bah, après, cette personne-là l'appelait mon chirurgien. Il lui disait vous êtes mon chirurgien à vie, vous lui bien avez sûr, donné bien accès sûr. à votre corps, etc. C'est quand même une grosse étape dans une vie. Donc, ouais, je comprends que vous ayez autant de. Enfin, je pensais pas qu'à ce point on vous invitait en vacances. C'est marrant. Ah, si, je vous assure. Vous êtes allé? Et pas qu'une fois. Non, je suis jamais allé, mais. Je me demandais. Je me disais, parce que vous, en plus, vous avez dit vous revenez de voyage, je me disais peut-être qu'il y a eu un patient sympathique. Non, ils me disent venez, voilà, je vous invite, j'ai ma maison là-bas. Enfin, après, moi, je suis pas C'est forcément top, à l'aise. hein. Je suis pas forcément à l'aise Ouais. avec ça, même de façon générale, aller chez les gens comme ça. Mais non, ils invitent, non, vraiment le cœur sur la main. Hein. J'ai même une patiente pour dire qui m'a acheté une Rolex Ok. pour me remercier. C'est super. Hein. Ça montre qu'en tout cas, voilà, vous avez de très bons résultats. Je vous invite d'ailleurs, j'invite ceux qui regarderont ce podcast à aller voir vos résultats, Dr Maillon. Merci beaucoup, Dr Maillon. Très bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast avec Medical Vision. Merci beaucoup.